fait des grosses erreurs alimentaires dans ma vie. Un, je me suis empoisonné avec les céréales. Et deux, je me suis empoisonné aux oxalates et aux peptines en consommant énormément d'épinards et énormément de légumes verts. Pour l'instant, je mange que de la viande et l'inflammation diminue jour après jour. Si j'étais métaboliquement rétabli complètement, je passerais sur l'alimentation animal-based diet, c'est-à-dire énormément de viande, principalement du bœuf, avec les organes et avec les os sous forme de bouillon d'os, du kéfir au lait cru avec des fruits, des fromages au lait cru avec éventuellement un peu de miel cru. Voilà pour moi quelle serait la diète idéale pour être en parfaite santé. Je pense que c'est une alimentation parfaitement équilibrée et suffisamment plaisante pour ne pas avoir de frustration, si tu veux, émotionnelle et intellectuelle. Notre première vidéo, là, elle est presque à 500 000 vues et on est presque à 2000 commentaires. Donc, tu te doutes bien qu'il y a des questions qui arrivent dessus. Et donc, je suis très content de te recevoir pour te les poser. Et je te remercie à nouveau de partager ton savoir avec nous. Fred, la toute première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir l'air si jeune à 50 ans? Ah Bah écoute, je pense que tu te souviens, lorsqu'on avait parlé du cancer, on avait dit que si le cancer était multifactoriel, la guérison était automatiquement multifactorielle. Et je pense que Hmm. pour le physique, j'allais dire, que ce soit le visage, le corps, etc., c'est aussi multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a l'exercice, il y a la nutrition, il y a le fait que j'ai été dans un mode de vie relativement actif et sain toute ma vie. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, même pas une goutte. Je sais même pas quel goût ça a, ni le vin, ni la bière, ni le whisky, ni ce que tu veux. Donc, je pense que ça joue énormément, hein. Quand je vois, j'ai des amis, par exemple, j'avais des amis à Tahiti qui étaient des deux jumelles, et une buvait de l'alcool et l'autre non. Ah bah, c'était le jour et la nuit, quoi, hein. Et pourtant, c'était pas une Ah alcoolique, ouais, hein, à ce c'était de temps point-là? en temps. Ah là là, bah, rien à voir. Il y en a une, elle faisait 10 ans de plus. Donc, évidemment, Ok. oui, l'alcool, ça fait vieillir prématurément. Et puis, je pense qu'il y a Ouais, aussi ouais. peut-être une question de génétique. Mais je fais très attention. Voilà, je fais attention à ma santé, pas spécialement à mon visage, si tu veux. Mais c'est l'un Ouais, découle de l'autre. c'est sûr. Et tu penses que tu as récupéré 100% de la forme, autant physique et esthétique, je vais dire, de avant ton cancer? Non, 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 je fais beaucoup plus vieux qu'il y a 2 ans. C'est vrai? Ça... Ouais, ouais, sérieusement, sérieusement, j'ai des petits cheveux blancs que j'avais pas, des rides que j'avais pas. Ça me traumatise pas, hein, franchement. L'esthétisme, c'est le cadet de mes soucis. Je suis à la recherche de Ouais, la j'imagine. santé, de la régénération, surtout après ce qui m'est arrivé. Mais non, j'ai pas retrouvé, j'ai rien retrouvé encore, tout simplement. Ok. L'inflammation va beaucoup mieux, Et, on va en parler dans quelques temps, mais elle est toujours un peu là, il faut que je fasse Mhm. super gaffe. Et au niveau sportif, j'ai quasiment retrouvé mes performances d'avant. Il me manque encore quelques kilos à prendre, mais ça va beaucoup mieux dans l'ensemble. C'est sûr que le cancer laisse des traces, hein. C'est un traumatisme très important pour le corps. Et ces traces, je suis encore en train d'essayer de les faire disparaître. Mais ça va beaucoup mieux. Quand tu dis, ok, quand tu dis physiquement t'as retrouvé, ça veut dire que quoi, tu te réentraînes, arts martiaux, crossfit, renfo, cardio, enfin, vraiment presque comme tu le souhaites? Ouais, ouais, disons que si j'étais à 100% avant le cancer, je suis à 90%. Donc au Ok. niveau de la muscu, je porte quasiment pareil. Au niveau du crossfit, il y a certains mouvements qu'il faut que je fasse attention. Tu vois, tout ce qui est rebounding sur du dur, vu que moi Ouais. c'était un cancer colorectal, évidemment dès qu'il y a impact Hmm. vertical, tu vois, Hmm. les double unders, la jump box, etc., je peux pas en faire trop. Mais à part ça, Ok. non, j'ai retrouvé mes capacités physiques, souplesse, en boxe. C'est en boxe que je le vois le plus, hein. J'ai le cardio, j'ai la pêche, ça va, ça va, je me plains pas. Excellent. J'ai suivi donc de loin avec tout ce que tu as expliqué ton parcours alimentaire. Si je résume et tu me dis si je me trompe, surtout corrige-moi. Tu as commencé par un jeûne long. Ensuite, tu as mangé seulement des entrecôtes avec du tallow, c'est ça, hein, ce qu'on appelle tallow. En Ouais, de français, la c'est du graisse de bœuf. suif de bœuf, donc c'est du blanc, la graisse de bœuf clarifiée, si je ne me trompe pas. Et puis, tu as introduit des jus de légumes à l'extracteur, sans fibres, c'est Plus bien tard, ça? Pas de plus fruits tard. encore? Donc, Plus tard? sur les Ok. 4 mois qu'a duré ma guérison, j'ai fait Mhm, en 3 semaines presque un mois en gros de jeûne, pour mhm. simplifier. Ensuite, pendant un bon mois et demi, ça a été que des entrecôtes, soit au beurre, soit à la graisse de bœuf. C'est tout, rien Ok, d'autre. Et ensuite, c'est en ça. découvrant les vidéos de Thierry Casasnovas, je me suis dit, tiens, je peux peut-être réintroduire des légumes sans les fibres, donc je vais faire des jus.
Voilà, ça C'est a ça. été, ça a Donc, été ma directive nutritionnelle pendant le temps de la guérison. ok, c'est ça. Et puis derrière, si j'ai bien suivi, un peu plus tard, alors un peu plus tard, beaucoup plus tard, parce qu'un an et demi plus tard, tu as réintroduit quelques fruits, c'est ça? Un an à peu près, ouais. Un an plus tard, j'ai réintroduit d'abord quelques fruits et puis pas mal de fruits cet été. Parce qu'ici Ok. en Caroline du Sud, les fruits en été, c'est juste magique. C'est un peu comme le sud de la France. Donc on avait des abricots, Hmm. des pêches, des brugnons, des baies, des cerises, des pastèques, tout ça, c'était Ah magique. ouais, Et, magnifique. Hmm. et à l'issue de tout ça, plus je me suis rendu compte, et attention, je ne dis pas que ce n'est pas bon pour la santé, les légumes et les fruits, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais pour moi, dans mon état métabolique compromis, ça n'a pas été une bonne idée. Et je me suis rendu compte que plus Ok, je rajoutais des jus de légumes, même sans fibres, et plus je rajoutais de fruits, plus l'inflammation augmentait. ok. Et comment est-ce que toi tu l'expliques ça? Écoute, je pense que tout d'abord, comme je te l'avais expliqué hors antenne, j'ai j'ai fait des grosses erreurs alimentaires dans ma vie, et presque à l'opposé de ce que la plupart des gens font. C'est-à-dire que pendant presque toute ma vie d'adulte, j'ai essayé d'avoir le mode de vie le plus sain possible par rapport aux connaissances que j'avais et qu'on nous refilait à l'époque. Donc j'ai été quasi végétarien pendant 10 ans. Je vivais en Asie, donc j'ai compensé le végétarisme et le manque de viande par énormément de céréales, par énormément de smoothies aussi, donc des jus d'épinards mais au blender, tu vois, avec toutes les fibres et tout ça. Et je pense que, un, je me suis empoisonné avec les céréales, et deux, je me suis empoisonné aux oxalates et aux peptines en consommant énormément d'épinards et énormément de légumes verts. Donc j'ai une grande sensibilité, surtout aux oxalates, et je pense que même sous forme de jus, les jus de légumes, pour toute la nutrition qu'ils m'ont apportée, m'apportent aussi une dose de toxines très inflammatoires dans mon cas. Hein. Donc si j'étais quelqu'un de complètement sain et complètement guéri sur le plan métabolique, euh, je consommerais certainement une alimentation cétogène beaucoup plus variée, ou ce que Paul Saladino appelle la animal-based diet. Hmm. Parce que je suis persuadé que certains légumes, en faisant bien les changements de légumes avec les changements de saison, les fruits et les produits animaux sont ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais dans mon cas personnel, j'ai dû repasser, il y a 3 semaines de ça à peu près, sur une alimentation carnivore, c'est-à-dire sur ce que j'avais fait la première partie de ma guérison, avec quasiment que du bœuf et Entrecôte. et des bonnes graisses, de l'entrecôte, du beurre, du tallow. Et depuis, l'inflammation réduit quasiment jour après jour. Tu as senti que l'inflammation était remontée? Si c'est pas indiscret, tu as quoi comme symptôme dans ces moments-là? Ah ben, j'ai mal au cul. Ah ouais, c'est Voilà, quand je que les m'assois. choses soient claires. Quand je suis debout, Ah quand oui. je fais du sport, ça va. Quand je suis assis, tu sais, je suis assis juste sur la cicatrice tumorale. Et dès Aïe. qu'elle s'enflamme, ça me fait super mal. Donc la voiture, pour moi, c'est terrible. La position assise sur une chaise, c'est terrible. Et donc quand je suis en pleine crise d'inflammation, c'est soit allongé, soit debout. Et je me suis rendu Mais compte là, tu es assis, qu'en Fred. arrêtant. C'est que ça va mieux. Oui, oui, oui. Ouais, là, je suis plus en inflammation depuis que je suis passé en zéro carbs ou en carnivore, peu importe comment on appelle ça. Carnivore, ça fait un peu peur aux Mhm. gens, hein, mais Ouais, voilà, pour ouais. l'instant, je mange que de la viande et l'inflammation diminue jour après jour. Et dès que je fais une petite triche, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, bah, ça revient immédiatement. Donc là, je sais que pendant quelques mois, jusqu'à ce que je me débarrasse complètement de cette inflammation intestinale, il va falloir que je sois super strict avec uniquement des produits animaux. Donc ce que je consomme, c'est principalement des entrecôtes, du saumon, et mon petit cheat day, entre guillemets, mon petit plaisir une fois par semaine, c'est un bol de kéfir au lait cru avec des myrtilles. Et là, ça passe. Ok. J'ai 1 million de questions. C'est génial. Euh, Par rapport à ce que tu viens de dire avec le nom, je pense que ce qui est important, en fait, c'est toujours de comprendre que dans toutes les diètes, il y a une approche marketing. C'est-à-dire que, alors quand je dis marketing, je ne parle pas forcément de business. Le marketing, c'est trouver son marché. Ça veut dire que si j'appelle la diète carnivore, je l'appelle la diète carnivore et pas la diète où on ne mange que des produits animaux, eh bien, ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux dans une vidéo, ça passe beaucoup mieux dans un livre, ça passe beaucoup mieux dans tout. Et donc le mot carnivore, il a été, je pense, principalement répandu par Sean Baker. Et puis il y en a eu d'autres qui ont passé le truc. L'idée du carnivore, en fait, c'est surtout cette idée, c'est pas tellement ce qu'on mange, c'est surtout ce qu'on ne mange pas.
Je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. Est-ce que je me trompe dans ton cas? J'ai surtout l'impression que c'est ce que tu retires de ton alimentation qui te fait du bien. Et finalement, le principe de la diète carnivore dans ton cas, c'est je me contente de manger ce qui m'apporte suffisamment de nutriments sans me faire du mal. Est-ce que c'est C'est ça? ça. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je dirais, à la limite, je répondrais oui et non à ta question, mais avec Ok. la petite phrase que tu as rajoutée à la fin, tu es complètement dessus. Donc, le principal pour moi, encore une fois, dans un état métabolique diminué à cause de ce cancer, même si c'était il y a 2 ans, il y a toujours des traces. On voit à l'IRM que le côlon, il y a des bleus carrément sur le côlon, des hématomes. Donc, c'est pour te dire que c'est long à guérir un traumatisme aussi violent. Ouais. Dans mon état métabolique, le fait de retirer toutes les céréales, tous les sucres, y compris les fruits, les fibres, et surtout tous les oxalates, tous les phytotoxines que l'on trouve dans les légumes, m'aide énormément. Maintenant, il y a aussi le fait que pourquoi du bœuf? Et là, c'est pas tant ce que j'ai enlevé, mais c'est ce qui reste et pourquoi. Parce qu'au niveau micronutrition et macronutrition, et au niveau neutralité inflammatoire, le bœuf élevé en pâturage et nourri à l'herbe, c'est le top. C'est la nourriture la plus neutre qui soit. N'en déplaise aux nutritionnistes modernes qui essaient de nous faire manger de moins en moins de viande rouge. C'est-à-dire que si je faisais la même diète carnivore avec du poulet, mon inflammation ne diminuerait pas. Parce qu'il y a énormément d'oméga 6 inflammatoires dans le poulet, dans la peau du poulet. Sa viande n'est loin d'être aussi riche, ses organes aussi. Si je mangeais que du porc, ce serait pareil. Je serais déficient en certaines vitamines. Et le bœuf est l'idéal au niveau de la protéine animale, pour moi, si tu n'as pas d'allergie particulière, bien sûr, comme ça peut être le cas. Le bœuf est l'idéal pour avoir une micronutrition complète et qui englobe vraiment toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc., dont on a besoin. Donc, Pour entre moi, la viande de bœuf avec un taux de graisse protéine qui est suffisamment intéressant comme l'entrecôte ou la côte de bœuf, et des organes, principalement du foie ou du cœur, qui sont très riches en vitamines et en minéraux, j'ai absolument tout ce qu'il faut et je n'ai aucune carence. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est difficile à avaler pour beaucoup de gens, mais la viande de bœuf de pâturage est nourrie à l'herbe et la viande est l'aliment le plus neutre que tu puisses mettre dans ton corps au niveau inflammatoire. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. hmm, écoute, ça fait des mois et des mois et des mois que je fais mes recherches sur le sujet et tout a l'air de correspondre à ce niveau-là. D'ailleurs, pour l'audience qui me suit à propos des problèmes d'intestin, de côlon irritable, etc., il n'y a rien à faire. Si vous ne vous en sortez pas, je suis convaincu qu'adopter ce que j'appelle moi une low fiber diet est l'étape numéro 1. Et si ça ne va toujours pas mieux, passer par une diète carnivore, zéro fibre, zéro glucides, au moins temporairement, vaut le coup d'essayer. Pourquoi? Parce Et que, zéro oxalate. et zéro oxalate, et zéro acide phytique et tout le truc. Et en fait, tu ne prends pas de risque. Ça, c'est la première chose. Les gens ont peur en fait de ça. La première chose à comprendre, c'est que tu ne prends pas de risque parce que ton corps va pouvoir s'adapter. La preuve en est, Fred sort d'un cancer du côlon et son corps peut s'adapter. Et je pense qu'en termes d'inflammation, on ne fait pas nettement pire que le cancer du côlon en termes d'inflammation intestinale. Et donc, tu vas manquer de rien si tu manges du bœuf de bonne qualité. J'ai juste une sous-question à ce propos-là. Et j'ai aussi lu que c'était pas que le bœuf, c'était les ruminants de manière générale. Est-ce que toi, tu as les mêmes informations? C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu parler de l'agneau aussi. Certaines personnes mangent elk. C'est quoi elk? C'est du. Mince, comment ça s'appelle? C'est Attends, ces grandes j'ai bêtes là, qui oublié. sont au Canada avec des grandes cornes. Ouais, voilà, Je c'est sais plus comment ça, ça s'appelle en c'est français. ça. C'est ça. Ouais, j'ai oublié aussi, mais Euh, enfin voilà. De Ouais, ouais, nouveau un ruminant. j'ai tout à fait, j'ai fait les mêmes recherches et je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi. C'est les animaux multigastriques en fait, qui ont plusieurs estomacs et C'est ça. qui peuvent digérer leur alimentation de manière complètement différente de la nôtre, qui vont avoir un taux, une ratio oméga 3, oméga 6 beaucoup plus avantageuse. Donc ce sont les ruminants, et aussi les herbivores, hein. Donc que ce soit C'est du ça. mouton, de l'agneau, du bison, de la C'est chèvre, ça. du bœuf, etc., c'est à peu près la même chose. Ce qu'on appelle, nous, la viande rouge communément. À quel pourcentage protéines graisse est-ce que tu es? Tu as une idée ou pas du tout? Alors, d'après ce que j'ai vu dans l'entrecôte, tu es à peu près à 2 pour 1, donc 2 grammes de graisse pour un Ok. gramme de protéines.
Et Mhm. dans les organes, un peu moins, mais je compense parce que je rajoute un peu de beurre. J'essaie d'être à peu près dans du 2 pour 1 ou 1 pour 1. Mais je vérifie Ok. rien, hein, que comme je te l'avais expliqué lors de la première vidéo, je ne compte pas mes calories, je regarde pas vraiment euh, mes ratios, je fais mes recherches, je lis toute la littérature Mm. scientifique, je fais des recherches pendant des jours et des semaines et des mois pour être sûr que je fais pas de conneries. Et ensuite, j'expérimente. Et pour moi, oui, l'agneau, ça passe très bien parce que c'est une viande bien grasse. Le bison, ça passe moins bien parce que c'est trop maigre pour Trop moi. maigre. Et le Mm. bœuf, il faut des morceaux bien gras. Il faut du plat de côte, il me faut de la queue de bœuf, il me faut de l'entrecôte, de la côte de bœuf, tout ça, ça passe très bien. C'est très souvent ce que j'ai entendu et pour ma part, j'ai testé récemment de vraiment diminuer drastiquement mon apport en végétaux et j'ai tout de suite ressenti le besoin de manger plus gras. C'était vraiment impressionnant. Et en fait, bah, l'idée, c'est qu'on a besoin d'énergie. Et en fait, les protéines ne vont pas nous amener cette énergie de la même manière. Et donc, il faut manger suffisamment gras. Alors, quand tu as dit 2 grammes pour 1 gramme, je pense que c'est en calories. Donc, en fait, ce qui va se passer souvent, c'est que tu vas avoir, imaginons, 30 grammes de protéines, 30 grammes de graisse. Et tes calories, elles sont calculées avec les lipides x 9 et les calories Ouais, et c'est ça. les protéines x 4. Et donc, tu arrives plus ou moins à ce ratio-là. Mais c'est ce que j'entends très souvent, hein. Très souvent, j'entends 70, entre 60 et 70% d'apport calorique en graisse et le reste en protéines. Donc, ça correspond Mm. exactement à ce que tu me dis, hein. Finalement, c'est du 2 pour 1. Et, euh, et du coup, là, ouais, tu as vraiment ce truc où tu manges carnivore et tu te sens beaucoup mieux. Est-ce que tu intègres systématiquement des organes ou pas? Et si oui, à quelle fréquence? Parce que je sais aussi qu'un excès d'organes peut poser problème. Et donc, même ceux qui prônent les organes genre tout le temps font très attention au dosage par contre. Oui, mais j'en mange très peu en fait en grammage, mais par contre c'est régulier. Donc 3 à 4 fois par C'est ça, semaine, je vais me manger un petit morceau de foie, si tu veux, gros comme ça. Je sais pas combien ça peut peser, mais un morceau de foie cru c'est ça. que je vais couper en petites gélules. Et hop, je vais les mâchouiller rapidement parce que c'est pas terrible le foie cru et j'avale ça avec un verre d'eau. Donc je sais pas, je dirais au pif peut-être 10 grammes, 3 fois par semaine. Oui, 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 la recommandation que j'avais trouvée personnellement, c'était 15 grammes par jour. Donc, c'est pas grand-chose, hein. Ou à peu près 100 grammes par semaine, quoi. Tu vois, D'accord. en Bah, moi je fonction suis peut-être à aussi 10-15 du grammes, poids, etc. mais 3-4 fois par Hmm. semaine, pas plus. Ok, ok. Et tu le manges cru pour conserver les nutriments qui sont présents dans le Tout à foie, du fait. coup. Tout à fait. Ok. Euh, Ça m'amène quand même à une question, enfin plein de questions, mais une qui est très 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 importante pour moi, c'est le microbiote, la qualité de ta flore intestinale. Quelle est ta vision à toi, après ta propre expérience et tes recherches, puisque forcément ce qu'on entend de partout, en naturopathie, en machin, en partout, c'est que les fibres nourrissent les bonnes bactéries, ce qui veut dire que si tu n'as pas tes fibres, tu n'as pas tes bonnes bactéries puisqu'elles vont finir par mourir. Des recherches que j'ai faites, ça semble quand même être relativement remis en question, mais toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça aujourd'hui? Oui, alors déjà, on sait que lorsqu'on passe sur un régime de chasseur, hein, un régime carnivore, le microbiote change. Et les bonnes bactéries s'adaptent à ce nouvel environnement sans aucun problème. Hein, si ce n'était pas le cas, les Esquimaux, les Maasai et toutes les populations qui ont été des populations entre guillemets de chasseurs-cueilleurs, mais en fait en réalité de chasseurs, dont certains ne consomment quasiment aucune plante comme les Esquimaux et les Inuits, ils auraient disparu depuis longtemps. Alors, on peut argumenter que s'ils avaient autre chose à bouffer, ils ne se gêneraient pas. C'est possible. Toujours est-il qu'ils ont survécu sans aucune maladie de civilisation depuis toujours, avec une alimentation carnivore. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des recherches assez récentes viennent de sortir sur le fait que dans une alimentation carnivore, le collagène va prendre la place des fibres et les remplacer aussi bien au niveau du balayage intestinal qu'au niveau du fait de nourrir ton microbiote. Donc c'est le collagène qui prend la place des fibres. La D'où raison pour l'intérêt laquelle je viens de sourire, de manger l'animal dans son ensemble. c'est ça. La raison pour laquelle je viens de sourire jusque-là, c'est parce que depuis que j'ai justement, donc comme je te disais, diminué mon apport en végétaux, j'ai pas supprimé, hein, attention, hein, particulièrement les fruits que j'ai gardés, parce que moi je les passe hyper bien et je fais beaucoup de sport, donc ça m'aide. Il ne faut pas se gêner, hein, les C'est fruits, que, quand ils passent bien, franchement, moi je suis tout à fait pour. Et je rêverais de pouvoir, ça va arriver, hein, mais je rêverais de oui, pouvoir oui, être sur l'alimentation animal animal-based based, diet dont on va de Paul parler juste Saladino. après.
où je mangerai de la viande, du miel, du kéfir cru et des fruits. Voilà, ça pour moi c'est l'alimentation idéale, mais pas encore pour moi, mais bientôt. Et, et tu parlais du collagène, tu vois. Et l'autre fois, j'ai mangé, alors justement, c'était du poulet. Et mais j'ai mangé les cartilages, la peau, tout, j'avais envie de tout. C'était incroyable. J'allais ronger tous les morceaux. Tu vois, tous ces morceaux un peu Ah ouais, fondants, c'est là, ce un que je fais peu aussi quand je mange du poulet. incroyable, incroyable. J'avais envie de ça, quoi. Genre, donnez-moi. J'allais vraiment ronger tout ce qui passait. Et je me dis, bah oui, mon corps, il cherche quelque chose là-dedans. Tout comme, exactement comme tu l'as dit, je suis allé à la boucherie, j'ai vu un beau morceau de steak bien rouge, bien maigre. Il y avait une entrecôte à côté. Il n'était même pas question que je mange le steak. J'avais vraiment envie de cette graisse animale. Alors, je le redis, hein, la viande là que je choisis, c'est vraiment de la viande de très bonne qualité voilà, qui est élevée en pâture à 3 km de chez moi. Donc ça, c'est fabuleux et je sais que c'est cher et que c'est pas facile à trouver pour tout le monde. Mais quand on peut le faire, je pense sincèrement que ça aide effectivement dans certains cas précis. Et juste une note là-dessus, certaines personnes qui vendent les vertus du régime carnivore, et il y a des cas très spécifiques, hein. Notamment les maladies auto-immunes ont l'air d'extrêmement bien réagir avec cette façon de manger. Et il se dit que peu importe la qualité de la viande de bœuf hachée, même de mauvaise qualité, pourrait faire le taf. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut manger de la viande de mauvaise qualité. Ça, j'y crois pas du tout. Euh, et particulièrement pour l'apport en graisse. Parce qu'en fait, toutes les toxines, les oméga 6, toutes ces choses-là vont venir se mettre dans la partie grasse de la viande. Donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous voulez tester cette chose-là, une des pistes, dis-moi Fred si je me trompe ou si tu as un avis différent, une des pistes, ce serait de manger donc de la viande de ruminants, comme tu le disais, peut-être moins cher, mais alors plus maigre, et d'ajouter de la graisse de bonne qualité, typiquement un bon beurre de ferme au lait cru, peut-être du tallow, le gras de bœuf, peut-être si vous voulez passer bien des avocats, qui peuvent être une bonne source aussi et qui sont relativement pauvres en fibres, ce genre de choses. De l'huile Est-ce que c'est d'olive, éventuellement. de l'huile d'olive bio, vierge extra absolument. Donc ça peut être une bonne piste. Si je suis dans un cas compliqué au niveau de mon intestin, je le redisais, je pense que passer par la low fiber diet, c'est cool. Donc diminuer déjà à fond les végétaux, potentiellement des jus, voir si ça fonctionne ou pas et faire très attention aux oxalates, des fruits plutôt de saison. Et une petite anecdote, et ça c'est que anecdotique, c'est personnel, mais pour avoir testé et quand même coaché beaucoup de gens dessus, le fait de retirer la peau des fruits, ça aide énormément. Donc chez nous, il y a deux fruits qui sont typiques de l'automne et de l'hiver. Enfin, de l'automne, c'est vraiment les pommes et les poires. Et clairement, moi, les pommes, si je mange la peau un peu, ça fonctionne bien et tout. Mais si je veux vraiment garder un ventre léger et une digestion impeccable, je retire la peau et ça glisse, quoi. Parce que la peau, si on part du principe que la plante va défendre une partie de sa plante, ça va être justement dans la peau qu'on va retrouver ça. Et les fibres aussi. Forcément, une peau de pomme, on peut imaginer, contient beaucoup plus de fibres que vraiment la chair de la pomme. Et ça va se ressentir très fort aussi dans certains, ce qu'on appelle légumes-fruits. Donc pour ceux qui veulent un peu un intermédiaire, moi j'avais testé ça pendant pas mal de temps, ça avait assez bien fonctionné. Tu vois, typiquement les courgettes, c'est ce qu'on appelle des légumes-fruits, hein, ça sort de la fleur. Et tu enlèves la peau, tu enlèves les pépins, ce qui veut dire que tu vas retirer quasiment 100% des lectines en fait, et tu manges la chair. Tu cuis la chair, bien entendu, et tu la manges, tu vois. Ça peut être une piste aussi pour les gens qui veulent un peu un intermédiaire. Et du coup, je voulais te poser la question. Tu vois, là, on parle de gens voilà, comme toi qui sont ou qui ont été dans un cas vraiment grave, de gens comme moi qui sont ou qui ont été dans un cas, je vais dire intermédiaire, même si le syndrome de l'intestin irritable, ça peut te pourrir la vie et surtout, ça peut être précurseur de problèmes plus graves. Ça, j'en suis convaincu. Mais si maintenant, je me trouve plutôt en bonne santé, mais que j'ai envie de faire mieux, tu penses que ce serait quoi la démarche par rapport à tout ça? Au niveau alimentaire, Ouais. bah écoute, moi, je te dis, hein, si j'étais métaboliquement rétabli complètement, ou plutôt quand je serais métaboliquement rétabli, parce Ouais. que je sais que ça arrive, je passerais sur l'alimentation animal-based diet du docteur Paul Saladino. C'est-à-dire énormément de viande, principalement du bœuf,
avec les organes et avec les os sous forme de bouillon d'os. Du kéfir au lait cru avec des fruits. Des fromages au lait cru. Et je crois que j'oublie rien. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà pour moi quelle serait la diète idéale pour être en parfaite santé par rapport aux connaissances que j'ai aujourd'hui et par rapport à ma connaissance, si tu veux, de mon corps et de mes activités physiques, avec éventuellement un peu de miel cru. Maintenant, c'est comme je te le disais tout à l'heure, dans l'état où je suis en ce moment, c'est mis entre parenthèses, mais je pense que c'est une alimentation parfaitement équilibrée et suffisamment plaisante pour ne pas avoir de frustration, si tu veux, émotionnelle et intellectuelle. Je suis entièrement d'accord et c'est un truc sur lequel je veux insister, ce que tu viens de dire, c'est que le fait d'intégrer des fruits, particulièrement des fruits de saison et un peu de miel, en fait, ça peut totalement faire passer tes envies de sucré. Mais Oui, totalement. C'est-à-dire que, alors vraiment, moi, quand je mange un peu comme tu l'expliques, animal-based, avec un tout petit peu de végétaux en plus à droite à gauche, je n'ai pas du tout envie de manger du sucre, mais vraiment pas. C'est-à-dire que là, je viens de côtoyer un magnifique buffet all-in avec des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, mais forcément des frites, des pommes de terre, des pizzas, des pâtes, des pâtisseries, de partout. Le rayon sucré ne m'a pas fait envie une seule fois, mais pas une fois. oui. Le seul truc dont j'ai eu envie dans le rayon sucré, c'était le magnifique buffet de fruits frais locaux de saison qui était extraordinaire. Et ça, par contre, je dois bien dire que je m'en suis fait plaisir. Et aucune envie de manger des crasses industrielles sucrées, etc. Je pense parce qu'il y a ce côté, comme tu le dis, moi je pense qu'il y a deux choses. Tu me dis si tu rejoins. C'est la première chose, c'est que bah, tu donnes ce qu'il faut à ton corps et donc il a moins envie d'aller chercher de la nutrition facile, entre guillemets, d'un apport énergétique facile à côté. Et la deuxième chose, c'est que bah, tu, euh, tu soulages un peu ta sweet tooth, je ne sais pas comment on dit en Ouais, français, tu sais, ta dent sucrée, ton goût une envie de sucré, quoi. sucré. Ton Ouais, envie, ton envie de sucré, tu vois. Et je suis du tout à coup, fait d'accord avec toi. c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et à l'inverse, moi, je me rappelle très bien quand je mangeais beaucoup de céréales, beaucoup de riz, beaucoup de pain, etc. C'était jamais assez, tu vois. C'était jamais assez. J'avais toujours faim. Et pour me renseigner énormément sur l'alimentation donc animal-based, comme tu l'expliques, il y a un feedback que j'entends beaucoup. C'est que ce qui est difficile pour certaines personnes qui veulent prendre du poids, c'est qu'en fait, ils sont rassasiés et ils sont tellement bien nourris et en fait, ils n'ont pas faim. Et du coup, j'entendais un gars qui essayait de faire une prise de masse musculaire en mangeant comme ça. Et en fait, il intégrait 50 grammes de riz, juste 50 grammes par jour, parce qu'il dit comme ça, j'ai faim. C'est étonnant, Ah, de toute façon, les hein. Ouais, c'était céréales, vraiment interpellant. ça nourrit l'envie de manger, hein, c'est clair. Mais écoute, j'ai exactement eu la même expérience que toi, j'ai le même retour que toi. C'est-à-dire que lorsque je suis en carnivore strict comme maintenant, je ferme les yeux et puis je vois du pain, je vois des croissants. C'est dur. Là, il faut un peu de discipline. Pour moi, hein. Il y en a pour qui c'est Hmm. très facile. Euh, Par contre, lorsque je suis en animal-based diet et que j'intègre un peu de fruits, principalement des myrtilles, des baies, des myrtilles, des mûres, des framboises, etc., j'ai plus du tout envie de rien d'autre. Donc, fruits, viande, moi, ça me convient parfaitement. J'adore le kéfir. Et en plus, pour les intestins esquintés, c'est vraiment top. Donc, je consomme du kéfir que je fais maison avec du lait de chèvre cru. Et je rajoute quelques myrtilles, des fois une petite cuillère de miel. Et pour moi, c'est le paradis, quoi. J'ai plus besoin de gâteau quasiment jamais. Et donc, ton kéfir, tu le fais toi-même avec du lait de chèvre cru et tu ajoutes un petit peu des baies, c'est ça que tu disais, un peu des myrtilles ou quelque chose comme ça, ou un peu de miel? Pas pendant la fermentation, je le fais nature, hein, à la base. Donc je prends Ouais, du lait ouais. de chèvre cru, je le mets dans un récipient en verre, je prends des graines de kéfir qui sont des bactéries, hein, des espèces de probiotiques. Je les mets là-dedans, je laisse à température ambiante pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, je filtre et je mets au frigo. Et ça y est, tu as du kéfir. Et ce que je me fais, Tu c'est le que gardes je combien prends de temps? un bol de petit déjeuner, je remplis ça avec du kéfir, je mets une cuillère de miel cru, je mets une poignée de myrtilles, et pour moi, c'est le paradis au niveau dessert. C'est hyper bon. Ah, moi, j'ai goûté qu'une fois, c'était super bon, franchement, je dois Ah, le j'ai dire. oublié un Par truc. contre, Je mets un jaune d'œuf cru dedans, vas-y. excuse-moi. Je mets un jaune d'œuf cru dedans. Ah, et ça rend le truc encore un peu plus crémeux en plus, hein, ouais. Ouais, ouais, mais ça n'a aucun goût, hein. Les gens qui ont peur d'avoir un goût d'œuf dans leur dessert, pas du tout. Ça n'a absolument aucun goût, mais ça rajoute de bonnes graisses, plein D'accord. de vitamines et un petit peu de moelleux. Et donc, je mélange tout ça bien, je rajoute mes myrtilles et pour moi, c'est du bonheur.
et mon chien se jette dessus pour lécher la fin du bol quand j'ai terminé. Il y a un truc que je voulais ajouter à propos de ce que tu disais avec le carnivore et le animal-based diet, c'est que en fonction des personnes et des sources, le jaune d'œuf est quand même très très recommandé et ça c'est quelque chose sur lequel je veux pouvoir ouvrir des portes par rapport aux personnes qui voudraient essayer ce genre d'alimentation. Essayez les œufs avec le jaune toujours liquide, toujours le moins cuit possible. Si les œufs sont compliqués à digérer, essayez de prendre que les jaunes. Et il est très probable que ça fonctionne. Moi je n'ai personne encore qui m'a dit je mange les jaunes d'œufs et j'ai des problèmes. Personne. Les facteurs inflammatoires et ou allergisants sont dans le blanc. Et donc, si la petite pellicule blanche autour, elle vous dégoûte, vous les mettez 5 secondes sur la poêle chaude, juste pour enlever ça. Vous mettez ça voilà, dans votre kéfir, vous mettez ça. Alors moi, je mets ça sur la viande, c'est juste extraordinaire, comme espèce de sauce, quoi, avec un peu de sel. C'est absolument fabuleux. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment en train de faire quelque chose qui est bon pour vous. En fait, si vous trouvez des œufs de bonne qualité, alors ne faites surtout pas ça avec des œufs ultra industriels, parce que là, c'est bourré d'oméga 6 et c'est plein de problèmes. Mais au moins des œufs bio et si possible des œufs de poules qui picorent et qui vivent voilà, dans la nature le plus possible. Et là, vous allez vraiment faire quelque chose qui est excellent, quoi. Donc, si je résume, l'idée, ce serait, pour toi, une alimentation santé après tes recherches aujourd'hui. Ce que je trouve fou, je fais une parenthèse, c'est que tu as eu ton background, j'ai eu mon background, on a fait nos recherches tous les deux de notre côté, on ne s'est jamais concerté, on arrive à la même conclusion en décembre 2022. C'est assez dingue parce que moi je fais aussi énormément de recherches de mon côté et je me dis, bah ouais, en fait, je pense qu'aujourd'hui en tout cas, je pense que un maximum de produits animaux de bonne qualité, des fruits et particulièrement les adaptant à nos niveaux d'activité physique, parce que je pense que pour les gens qui sont totalement sédentaires, il faut manger peu de fruits, vraiment, parce que ça peut poser problème. Des jaunes d'œufs. Le kéfir, moi j'ai essayé au lait de vache et je l'ai passé moyen. Je pense que je suis encore très sensible au lait de vache, donc je dois faire attention. Parce que par contre, je peux manger du fromage de brebis et un tout petit peu de fromage de chèvre et ça passe. Donc il faudrait que j'essaie avec du lait de chèvre ou de brebis, mais c'est très compliqué à trouver cru dans ma région. Et puis un peu de miel pour le goût, pour ses propriétés peut-être antibactériennes, etc. Et donc, j'en reviens à cette histoire de microbiote. Pour toi, le microbiote, on va le nourrir suffisamment avec tout ça. Pour toi, ça suffit. Donc, pas besoin de végétaux, pas besoin de céréales, etc. Non. Et tu vois la raison, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, la raison pour laquelle le corps ne se rebelle pas contre ce type d'alimentation, c'est qu'elle est relativement ancestrale. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de civilisation végane. Jamais. Je ne parle pas de communauté religieuse, je parle de civilisation. Alors il y a eu des civilisations lacto-végétariennes, entre autres en Inde, dans l'Inde ancienne, ou quasi lacto-végétariennes, mais véganes, ça n'a jamais existé. Et par contre, des civilisations de chasseurs, il y en a eu, et elles ont perduré, et elles se sont extendues. Quand tu regardes les Mongols, par exemple, qui étaient des gros consommateurs de viande, quand tu regardes les Indiens d'Amérique, qui étaient de gros consommateurs de viande, quand tu regardes les Romains, qui étaient de gros consommateurs de viande, dans ces civilisations-là, je veux dire, ils avaient la pêche, quoi. On ne peut pas dire le contraire quand tu regardes ce qu'ils ont fait sur le plan historique. C'est tellement à l'encontre de ce qu'on a appris. C'est un truc de dingue, franchement. Parce que, il faut imaginer quelqu'un qui découvre ce podcast et qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces deux-là? Moi, j'ai appris que la base de la pyramide alimentaire, c'était les céréales. Et puis, ça a changé, c'est devenu les légumes. Jamais ça a été les fruits et encore moins la viande. La viande, alors, elle est quand même en 4e étage de la pyramide parce qu'il y a les produits laitiers avant. Sauf que les produits laitiers, on te dit d'en consommer un petit peu au lait cru de la ferme et pas d'en manger 3 par jour sortant d'une boîte industrielle. Donc ça n'a quand même absolument rien à voir. Et donc on est vraiment aux antipodes de ce qu'on a appris, quoi. Du coup, je fais une petite parenthèse. Pour aller encore plus loin, excuse-moi de te couper, mais après je vais perdre le fil. Dans la viande, c'est pas tant les protéines qu'on recherche, mais les graisses saturées. C'est-à-dire que la protéine a son importance, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas elle que l'être humain, que nos ancêtres chasseurs allaient chercher à tout prix dans une proie. Hein. C'est pour ça qu'on est passé de primates aux premiers hommes qui ont commencé à consommer que des carcasses, et qu'ensuite Homo habilis a commencé à créer des outils pour pouvoir chasser lui-même et ne pas se contenter des restes des autres prédateurs où il ne nous restait plus que de la chair. En fait, Homo habilis, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il lui fallait des organes,
qu'il lui fallait de la moelle. Et pour avoir accès à ces morceaux de l'animal qui étaient favoris chez les prédateurs, il fallait tuer sa propre viande et non pas se contenter des restes des autres. Donc bien sûr, le lion, le tigre ou leurs ancêtres, la première chose qu'ils mangent chez un animal qu'ils tuent, c'est ils boivent du sang, ils mangent le foie, ils mangent le cœur, ils mangent les Et ils tripes. mangent le foie. Ouais. Et la viande, s'ils ont encore faim. Et c'est ce que vont chercher les charognards, c'est la viande. Nous, on a construit des outils, on n'a pas, dire quand tu regardes l'évolution humaine, surtout entre Homo erectus et Homo habilis, on n'a pas fait des outils pour cueillir des légumes. On a fait des pierres pour tailler la viande, on a fait des lances pour aller chasser. Plus tard, on a fait des arcs et des flèches. Homo habilis, son habilité, c'était pas pour aller cueillir des fruits ou des légumes, c'était pour aller chasser. Et ce que l'homme allait chercher dans sa chasse, c'était les organes et la graisse saturée. Donc la graisse saturée est super importante pour notre santé, on l'a diabolisée pendant des années, et alors qu'au contraire, elle est primordiale. Et sans graisse saturée de très bonne qualité, notre cerveau n'aurait pas la taille qu'il a aujourd'hui, les fonctions cérébrales et cognitives ne seraient jamais arrivées à maturité comme elles le sont aujourd'hui, nos hormones ne fonctionneraient pas, le cholestérol ne pourrait pas être produit, alors qu'on sait aujourd'hui que le cholestérol est super important et qu'il ne faut surtout pas le faire baisser avec des médicaments chimiques. Enfin bon, tu vois, tout ça découle des graisses saturées d'excellente qualité. Ouais, cette diabolisation des graisses saturées est assez dingue quand on se rend compte finalement que des graisses saturées de qualité de nouveau sont finalement nettement meilleures pour la santé. Et je te disais qu'à un moment donné, moi j'avais envie de graisse. Alors un peu d'huile d'olive, ça fait plaisir. Un avocat, ça fait plaisir. Mais la graisse du bœuf, le beurre, ça me nourrit 3 fois plus. Je le sens vraiment. Mon corps me dit, s'il te plaît, donne-moi ça. Et du coup, je me retrouve à mettre une plaquette de beurre sur ma viande grasse et je me dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Sauf que je me sens 2 fois mieux, je dors 2 fois mieux, j'ai plein d'énergie. Enfin, tu vois, donc il y a quand même ça aussi, le fait de rester à l'écoute. Et je veux te poser une question avant d'oublier. Parce que du coup, on en a discuté avec donc ma coach Nat, nutrithérapeute, et elle dit, et du coup, quid des oléagineux? Donc, amandes, noisettes, etc. Parce que, si je résume, pour quelqu'un qui est un peu perdu, toi, en gros, ce que tu proposes, c'est d'enlever, à 100% en tout cas, les céréales, ça c'est sûr, une bonne grosse partie des légumes, les légumineuses pareil. Question du coup des oléagineux, amandes, noisettes, noix de Grenoble, etc. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus ou est-ce que toi tu t'es juste dit, bah non, dans mon cas ça marche pas, j'enlève et basta? Alors dans mon cas, ça ne marche pas. Hein. Lorsque j'ai commencé avec la nutrition keto, j'ai utilisé beaucoup l'amande et la farine d'amande et toutes les choses qu'on pouvait faire avec de la farine d'amande et c'était génial. Et ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Alors, Ok. attention, hein, encore une fois, je le répète plusieurs fois, mais ce n'est pas spécialement ce que je conseille. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Je partage mon expérience et j'encourage les gens à faire leurs propres recherches comme nous, on les a faites. Mais aujourd'hui, moi, je ne consomme pas du tout d'oléagineux. Maintenant, pour les gens qui veulent en consommer, il faut les faire tremper absolument toute la nuit, de manière à éliminer une bonne partie des peptines et une bonne partie des antinutriments. Ouais. Et tout En ça, fait, tu sais, on le savait jadis. Hein. On se fait souvent la remarque tous les deux que, eh ben oui, c'est comme ça que les anciens faisaient pour plein de choses. Les légumes, le légume vert tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas dans la nature. Hein. Va dans une forêt et trouve-moi une salade ou du kale et on en reparlera. C'est une invention moderne, le légume. Mais si on consomme, dire encore une fois, un homme lâché dans une forêt, 80% des feuilles vertes vont le tuer ou le rendre malade, qui peut consommer dans les arbres, dans les broussailles, etc. Donc le légume n'existe pas sur un plan historique. Ensuite, aujourd'hui, il existe évidemment, mais on n'a pas évolué avec le légume. Par contre, certaines tubercules, oui, certaines peuplades ont consommé les ancêtres des carottes, les ancêtres des patates, etc. Malgré tout, tout ça, c'était trempé, c'était ultra cuit. C'était cuit à l'étouffée, c'était cuit dans des bouillons plus tard. C'était trempé toute la nuit. Moi, ne serait-ce qu'à l'époque de ma grand-mère, elle faisait tremper les pommes de terre toute la nuit. On les épluchait et on les faisait tremper avant d'en faire des frites, de la purée, des patates sautées, ce que tu voulais. Aujourd'hui, les gens, 1, ne le savent plus, 2, n'ont pas le temps, et 3, ne le font pas. Donc on consomme des choses qui sont pleines de toxines
les toxines de la pomme de terre, par exemple, sont hyposolubles. Donc quand on la laisse tremper toute la nuit, tu as 80% des toxines qui vont se retrouver dans la flotte. Hop, tu la vires, tu la rinces et ta pomme de terre, elle est vachement plus digeste. Mais qui aujourd'hui prend le temps? Tiens, j'ai envie d'amande. Bah, c'est tout de suite. Bah non, c'est pas tout de suite. Si tu as envie d'amande, tu les trempes 24 heures et tu les manges le lendemain. Mais on a l'habitude du tout de suite. On est devenu des fast-fooders. Bien sûr. Et j'ai envie de pommes de terre, c'est maintenant. J'ai envie d'amandes, c'est maintenant. Mais les amandes, ça ne se consomme pas sans être trempé. Les pommes de terre, ça ne se consomme pas sans être trempé. Et beaucoup d'autres produits végétaux sont dans les mêmes conditions. Oui, de toute façon, il est évident que si on avait consommé ces produits végétaux en quantité, donc comme aliment majoritaire dans notre alimentation, sans les tremper et sans les cuire, on n'aurait pas survécu. Il y a tellement de toxines dans certains végétaux. Alors, on prend toujours cet exemple parce qu'il est évident. Ben, tu prends les haricots rouges et tu manges 5-6 haricots rouges crus et tu peux finir à l'hôpital avec des saignements terribles, voire en mourir. Et si tu prends l'occasion de les tremper, de les cuire, de les faire bouillir pendant plusieurs minutes, etc., alors ça devient une alimentation que tu peux tolérer. Mais en fait, je pense qu'il y a une logique qui est vraiment importante, c'est qu'il y a ce qu'on choisit naturellement et ce sur quoi on s'est replié. Et là, tu entends, là tu écoutes les Hadza par exemple, et ils expliquent très clairement qu'ils mangent par exemple des tubercules parce qu'ils ont ça, mais que s'ils pouvaient choisir, ils mangeraient de la viande et du miel. Parce que l'apport énergétique est bien plus grand, l'apport en nutriments est bien plus grand, mais là où je te rejoins totalement, c'est sur les tubercules. D'ailleurs, ça fait toujours partie des choses que moi je propose de garder dans un premier temps pour les gens qui ont des problèmes ou qui en ont peu. Donc ça veut dire que quand on est avec notre animal-based diet, si on veut consommer un petit peu de patates douces, plutôt sans la peau, si on veut consommer un petit peu de carottes, plutôt sans la peau, bien les cuire, éventuellement les laisser refroidir pour créer un petit peu d'amidon résistant. Il y a des gens chez qui ça fait du bien au niveau du ventre. Mais du coup, on se retrouve quand même avec un truc où les légumes, etc., qu'on nous prône de partout, d'ailleurs, tu as une petite anecdote avec les épinards qui va m'intéresser beaucoup, seraient peut-être pas finalement, voilà, les céréales complètes et les légumes seraient peut-être pas finalement ce qu'il nous faut en fait, indépendamment de si on a le cancer du côlon, le syndrome de l'intestin irritable, potentiellement c'est pas l'alimentation humaine la meilleure. Est-ce qu'on peut fonctionner avec? Oui, particulièrement maintenant parce qu'on a beaucoup d'aide avec des compléments alimentaires, etc. Mais est-ce que c'est l'alimentation optimale? Ça c'est pas sûr. Oui, mais je pense pareil. En tout cas pour les céréales, là j'ai aucun doute, les céréales et les légumineuses, aucun doute. Ensuite les légumes, tout dépend de la santé métabolique de chacun. Je connais des raw vegans qui mangent des végétaux crus, des légumes crus tout le temps et sont en parfaite santé. Combien de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur du moyen terme, ça a l'air de fonctionner pour eux. Donc voilà, je ne veux pousser personne à penser comme moi et à dire que le légume est un poison absolument. Mais c'est vrai que dans notre histoire, c'était pas la nourriture principale. C'était une nourriture de merde, j'ai rien trouvé à chasser, il faut bien manger quelque chose. Et tu parlais tout à l'heure des Hadza, il faut savoir que les tubercules qu'ils consomment, les femmes les récoltent le matin, les mettent à cuire dans de l'eau toute la journée. Pendant ce temps-là, les hommes vont chasser, ils ont le temps de chasser, de découper la bête, de ramener la viande, de la faire cuire. Et seulement à ce moment-là, quand la tubercule a été cuite et recuite et double cuite et triple cuite, elle est consommable de leur point de vue. Et ils en consomment pour avoir un taux de calories suffisant s'ils n'ont pas ramené énormément de chasse. Mais il n'y a plus rien dedans au niveau vitamines et minéraux. C'est pour ça qu'ils mangent du foie, c'est pour ça qu'ils mangent du cœur, c'est pour ça qu'ils mangent du miel, c'est pour ça qu'ils mangent de la viande, pour avoir leur taux de micronutrition. Et le légume, la tubercule, est là pour se remplir le bide et apporter des calories en période de vache maigre et en période de chasse maigre, je devrais dire. Ouais, en période de chasse maigre, c'est vraiment ça. Cette question des fibres, des fruits, des légumes, voilà, m'intéresse énormément. Je pense que, moi, je vais encore faire énormément de recherches. J'en parlerai sur la chaîne. Tu penses que c'est quoi le plus gros problème, si on devait expliquer peut-être la chimie, la biologie, c'est quoi le plus gros problème de ces céréales, de ces légumineuses? Est-ce que tu peux expliquer simplement pour les gens qui ne sont pas au fait? Tu vois, moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu m'aurais dit, mais non, en fait, les lentilles et le blé, c'est le mal. Je t'aurais dit, mais
de quoi, enfin, c'est ce qu'on nous dit à tous qu'il faut qu'on mange. Régime végétarien, c'est génial. Moins tu manges de la viande, mieux ça va. Enfin, tu vois, voilà. Donc, du coup, je suis vraiment intéressé que tu expliques peut-être aux gens qui sont moins éduqués sur le sujet. Bah écoute, la manière la plus simple d'expliquer ça, c'est que les céréales sont extrêmement inflammatoires. Donc de toute façon, l'inflammation n'est jamais bonne. On en avait parlé lors de la première vidéo. L'inflammation, c'est le lit du cancer. Et j'en parle en long, en large et en travers dans tous mes bouquins. Et il faut vraiment faire attention à l'inflammation. Donc réduire les céréales, de toute façon, permettent de réduire l'inflammation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les toxines, hein, tout simplement les phytotoxines. Il y en a tout un tas, principalement des toxines protéiques, telles que le gluten, les oxalates, les peptines, etc. Il y en a plein. Et la manière dont c'est expliqué en général dans la communauté scientifique qui s'intéresse à ce genre de choses, expliqué de manière simple pour la population et pour les consommateurs que nous sommes, c'est que la plante n'a pas envie d'être mangée. Donc elle va développer, comme tous les êtres vivants, des mécanismes de survie. Les animaux, leur mécanisme de survie, il est simple. Ils courent plus vite que nous, ils ont des dents plus longues que nous, ils ont des sabots plus puissants que nos mains et ils ont des cornes. Donc lorsque tu vas t'approcher de l'animal pour le bouffer, il a tout un tas de mécanismes de survie qu'il va utiliser contre toi. La plante, elle, n'a aucune de ces choses-là. Elle n'a pas de cornes, elle ne peut pas s'enfuir, elle ne peut pas se battre, elle ne peut pas mordre, elle ne peut pas griffer. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a développé des aides chimiques pour empêcher les animaux de les manger, ou en tout cas de trop les manger. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des animaux qui mangent des plantes, il y a des animaux qui mangent de l'herbe, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que un type d'animal va manger un type de végétaux. Ça, c'est impressionnant. Le panda va bouffer du bambou, tu lui donnes du kale ou de la salade, il en meurt. Tu le tues. Hein, la vache, tu lui donnes du bambou, elle ne va pas bien aller non plus. Donc, les animaux ont évolué pour pouvoir supporter un type de toxine, mais tu ne peux pas te battre contre 100 personnes à la fois, tu ne peux pas te battre contre tout un tas de toxines. Nous, on consomme tellement de végétaux de différents endroits sur la planète qui n'ont rien à voir avec notre génétique ancestrale, qui n'ont rien à voir avec ce que notre lignée a consommé. C'est-à-dire que si on consommait qu'un type d'aliment, on va dire de la viande, on n'aurait quasiment aucun problème. Maintenant, plus on augmente notre palette alimentaire, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, plus on s'expose aux toxines. Hein, c'est comme quelqu'un qui prendrait un médicament allopathique, chimique, ou quelqu'un qui en prend 10 pilules par jour. Les effets secondaires de celui qui prend 10 pilules par jour, les effets cumulés, vont être beaucoup plus importants que quelqu'un qui prend un seul cachet par jour. C'est pareil pour les végétaux. Plus on consomme de types de végétaux différents, et des légumes verts, et des légumes à fleurs, et des légumes à feuilles, et des patates, et des fruits, et ceci et cela, plus on multiplie, on n'additionne pas, on multiplie le nombre de phytotoxines qui vont entrer à l'intérieur du corps, et le corps va avoir énormément de mal à les gérer. Donc il faut faire très attention à la multiplication des végétaux, il faut bien suivre les saisons pour ceux qui en consomment, c'est super important, parce que la saisonnalité va nous permettre une rotation des légumes et des fruits que nous allons utiliser, et d'éviter l'accumulation d'une même toxine à l'intérieur du foie. Il faut savoir que les oxalates, c'est une toxine qui, regardée au microscope, ressemble à des éclats de verre. Et c'est ce qui crée principalement les comment ça s'appelle, kidney stones en français. Les calculs rénaux. Les calculs rénaux. Hein, lorsqu'on regarde les calculs rénaux, ce sont des espèces de morceaux de verre microscopiques qui sont dus aux oxalates, hein, donc à une toxine qui se retrouve énormément dans les céréales et aussi énormément dans certains légumes verts. Donc il faut faire attention à tout ça. Et voilà, il ne faut pas nous croire sur parole, il faut faire ses recherches. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de biologistes. On avait parlé lors de la vidéo sur le cancer de la différence énorme, du gap qu'il y avait entre les chercheurs en biologie qui connaissent pratiquement aujourd'hui tout sur le cancer et la manière de le guérir, et la médecine qui n'y comprend absolument rien. Et il y a un gap, et une partie de ce gap, c'est ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique. Donc il faut faire un petit peu attention. Ça ne veut pas dire ne jamais faire confiance, mais ça veut dire faire ses propres recherches. Pour l'alimentation, c'est pareil. Ouais. Les biologistes aujourd'hui savent des choses que les médecins et les nutritionnistes refusent catégoriquement. Et si on leur dit que trop de légumes peut être nocif, si on leur dit que la viande rouge n'a aucune connexion avec le cancer du côlon, ils ont du mal à l'avaler. Et pourtant, c'est une réalité biologique, scientifique, et bien des chercheurs ont prouvé tout ça.
Je digère un peu le truc et je me rends compte à quel point ça remet en question déjà ce que moi j'ai fait pendant tellement d'années, ce en quoi j'ai cru aussi pendant tellement Et d'années. moi donc, Et je veux insister sur cette idée de faites vos recherches. Ici, ce que Fred et moi on fait, chacun à notre niveau et pour des raisons différentes, c'est vous partager, un, notre vécu et deux, nos recherches, à nous. Parce que moi, j'ai décidé un jour de prendre ma santé en main et toi aussi, tu étais dans un stade plus grave, tu as vécu quelque chose qui était plus difficile que moi. Mais finalement, la démarche, elle est très similaire. C'est à un moment donné, je ne veux plus être dans l'état dans lequel je suis et, et la médecine traditionnelle chez nous en Occident ne trouve pas de solution. Ou en tout cas, ne m'offre pas une solution convaincante à mes yeux, à moi. Et donc, je vais chercher une solution convaincante à mes yeux, à moi. Alors tu vois, c'est la même chose avec les légumes. Il y a une époque, il n'y a pas très longtemps, je mangeais énormément de légumes, beaucoup. Et tu disais ça, je me remplissais le ventre. Tu sais, tu disais ça. Parce que moi, je voulais avoir plus faim et éviter de manger trop. Parce que quand je mange trop, je grossis. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est que je gardais toujours un peu de symptômes. Un petit peu le ventre qui gonfle, un petit peu des difficultés aux toilettes, un petit peu ceci, un petit peu cela. Et puis je me dis, bah, je vais tester ça. Et je fais ma low fiber diet. En 24 heures, je dégonfle du ventre, plus aucun symptôme. En 24 heures, un truc de fou. J'ai envoyé un message justement donc à Nat, qui est ma collègue et mon amie, et je lui dis, c'est dingue, j'ai mon ventre, il a fait comme ça en 24 heures, c'est un truc de dingue. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut réfléchir, est-ce qu'on gère ça socialement, etc., etc. Puis on fait, bon, bref. Et bah, qu'est-ce qui m'a convaincu? C'est simplement le fait d'avoir essayé sur moi-même, c'est tout en fait. C'est d'abord d'avoir fait mes recherches en me disant je ne vais pas faire quelque chose de dangereux pour moi. Et puis c'est le fait d'avoir essayé sur moi-même. Et puis j'ai proposé à des gens autour de moi qui me faisaient confiance. Ils ont eu les mêmes résultats. Et puis du coup, je me permets d'en parler à une grande échelle. Il n'en reste pas moins que chacun, je pense, doit ouvrir son esprit. Ça, c'est la seule chose que je veux dire, c'est ouvrez votre esprit. Et faites vos recherches, vous allez voir peut-être que... Parce que tu vois, il y a des gens qui mangent végétarien, vegan, machin, et qui sont bien avec ça. J'ai envie de vous dire, mais si vous êtes bien avec ça, surtout continuez. Surtout continuez. Mais si vous mais avez des avoir problèmes... l'ouverture d'esprit, le jour où ça va plus bien, de se dire ah bah j'ai peut-être besoin d'un morceau de viande ou j'ai peut-être besoin d'un œuf ou d'un morceau de poisson. Il ne faut pas rentrer en Exactement. religion nutritionnelle. Moi, le jour où je pourrais manger des légumes et des fruits, je ne me priverai pas. Hein, il faut bien savoir que, je ne me vois pas manger carnivore jusqu'à la fin de ma vie. Mon but, c'est d'éliminer complètement l'inflammation et ensuite de réintroduire doucement certains aliments pour voir lesquels je tolère et lesquels je ne tolère pas. Donc voilà. Mais manger des steaks et du jaune d'œuf tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas mon trip. Hein. Je le fais parce que vraiment, je sens un résultat. C'est ça. Et puis, il y a toute la dimension sociale. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une discussion que j'ai eue ici avec Julien Vénesson récemment, justement dans le podcast. Il dit, mais tu sais, moi, en fait, j'ai réentraîné mon intestin à manger de tout, quasiment de tout. Et du coup, bah, si je vais manger en société et qu'il y a quelque chose que je ne mange pas d'habitude, mon ventre, il le gère. Mais je dis, mais ça, c'est magnifique quand on est là, tu vois. Après, bah, il m'explique que c'est un chemin de 20 ans et qu'il a fait ses recherches, il a fait ses essais, etc. etc. Et le seul truc, c'est que par rapport à ce que tu expliquais avec ce dogme, qu'il soit du végétarisme, parce que c'est pareil avec les carnivores, hein, il y a certains carnivores, tu leur dis que tu vas manger un légume, oh là là, tu vas mourir. À un moment donné, il faut... Voilà. Mais moi, j'ai vraiment dû me remettre en question par rapport aux légumes. Ça a été difficile. Hein. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai été 100% convaincu que les légumes, c'était la vie. J'étais sûr que c'était la base de l'alimentation, qu'on mettait un peu de viande pour avoir ses protéines et qu'on mettait un peu de bonne graisse avec de l'avocat, de l'huile d'olive et des oléagineux, et c'était bon. Et en Mais tu fait, sais, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que vas-y, vas-y. j'ai une petite anecdote vraiment importante là-dessus. Moi, dans mes périodes végétariennes, j'ai eu même une période crudivore. Et ce qu'on te disait à l'époque, c'est tu manges un aliment vivant, donc ça te donne la vie. Tu manges un aliment mort, ça te donne la mort. Et en fait, c'est tout le contraire, pour moi. Hein. L'animal essaye de le bouffer vivant, tu vas te retrouver avec une corne dans les entrailles et tu vas le sentir passer. Et ben, le fruit et le légume, bon, le fruit c'est différent parce que le fruit entre guillemets veut être mangé. Hein, c'est le cadeau de l'arbre aux animaux. Mais le légume, lui, ne veut pas être mangé. Hein. L'arbre, que tu manges son fruit, ça ne le dérange pas, il s'en détache une fois que le fruit est mûr. Mais que tu manges sa feuille, il n'en a pas spécialement envie. Donc,
manger vivant sur un plan énergétique, ça a eu du sens à une époque. Ça n'en a plus aujourd'hui, parce que lorsque l'aliment est vivant, ses défenses, si défenses il y a, hein, il n'y en a quasiment pas dans les fruits, il y en a beaucoup dans les légumes, ses défenses sont au maximum quand il est vivant. C'est pour ça qu'aucune société traditionnelle n'a mangé de feuilles crues. Hein. Les gens souvent me disent, oui, mais les primates et principalement les gorilles, qui sont nos cousins, ils mangent que des feuilles et des fruits et quelques fourmis. Je dis oui, mais leur cerveau, il fait un quart de la taille d'une autre. Ils ne parlent pas, ils ont rien construit, ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire que le primate, il est dans le même état cognitif aujourd'hui qu'il y a 5000 ans ou 1 million d'années. Nous, on a un petit peu évolué, et on a évolué principalement grâce aux produits de notre chasse et aux graisses saturées. Donc aujourd'hui, manger cru, certaines choses, oui, pour avoir un maximum de nutrition, mais si les défenses ont été anéanties. Donc, dans la produit animal, ce n'est pas difficile. Une fois que l'animal est mort, les défenses sont anéanties, tu peux le manger sans aucun problème. Dans le règne végétal, les défenses sont chimiques, donc il faut cuire afin de s'en protéger. Ça n'est que mon avis. Une petite anecdote. Oui, bien sûr. Une petite anecdote sur le pourquoi le fruit, tu dis, il veut être mangé. Après avoir fait mes recherches, j'ai bien compris l'idée. Alors, le schéma traditionnel, c'est le pommier. Donc, tu dis, ben voilà, la pomme, la graine du pommier, elle est dans la pomme. Et l'idée, c'est que si la pomme, elle tombe sous le pommier, eh bien, la graine ne peut pas pousser parce que ça va être à l'ombre du pommier, parce que la terre va être occupée par les racines, et donc elle ne va pas pouvoir se nourrir, et donc la plante ne va pas pouvoir se développer. Si moi, je mange la pomme en entier, alors moi, parce qu'on pense aux humains, on pense qu'à nous, mais une bête qui passe par là, ou n'importe qui, la mange, fait sa vie, et la rejette 1 km, 3 km plus loin, alors la pomme va pouvoir se développer, d'autant plus parce qu'elle va être dans des excréments et donc elle va pouvoir se nourrir aussi de ce qu'elle va retrouver là-bas. Et donc, c'est ça un peu la théorie sur la plante est d'accord que tu manges son fruit, mais elle n'a pas du tout envie que tu manges sa feuille, son écorce, sa racine ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ce que tu as retrouvé aussi dans tes recherches? Exactement, tu l'as mieux expliqué que moi. Parfait. Et donc, le truc par rapport à ça, après, ça reste de voir ce que vous digérez ou pas, et toujours aussi de le faire en petite quantité. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais mangé d'ananas de votre vie, et que vous vous retrouvez à manger 500 grammes d'ananas par jour pendant 2 semaines, ça va être compliqué. Ça, il faut savoir aussi, c'est que, comme tu le dis, on a notre bagage génétique, et puis on a notre capacité à dégrader certains aliments. Alors, tu disais le panda qui mange le bambou, ben, il s'est 100% adapté à manger le bambou. Donc, le panda, il peut dégrader le bambou et trouver son énergie. La petite parenthèse avec les vaches et les gorilles, c'est que les gens disent « ouais, mais les gorilles, ils mangent des plantes et regarde-les, ils sont super balèzes. Donc, on n'a pas besoin de manger des protéines. » Et là, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les vaches, les gorilles, etc., en fait, sont capables de fermenter les fibres avec les bactéries qui sont présentes chez les vaches, par exemple, leurs multiples estomacs. Et donc, ils vont pouvoir d'une part retirer non pas des glucides, mais des acides gras de cette fermentation. Et donc ils vont se nourrir de graisse en fait, c'est ça qui est assez impressionnant. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont pouvoir réabsorber des protéines à partir justement de ces bactéries. Et donc tout comme les êtres humains, parce que le seul nutriment en fait qui est optionnel pour les humains, c'est quoi? Les glucides. En fait, on ne peut pas se passer de protéines, on ne peut pas se passer de lipides, ça c'est pas possible. Tu peux essayer comme tu veux, à un moment donné ça va foirer. Tu peux vivre sans glucides pendant très longtemps. Tu parlais par exemple des Inuits. Hein. Je veux dire, si tu vis là où ils vivent, bah, tu te passes de glucides juste parce qu'il n'y en a pas en fait. Et donc, tu manges des graisses et des protéines et tu peux t'en sortir. D'ailleurs, est-ce qu'on ne parle pas d'acides gras essentiels et d'acides aminés essentiels? Parce que le corps ne peut pas les trouver ailleurs. Et ça, c'est un truc aussi, tu vois, qui moi m'a beaucoup interpellé quand j'ai fait mes recherches là-dessus, c'est que on nous disait que la base de la pyramide alimentaire, c'était les féculents, et puis la base de la pyramide alimentaire, c'était les légumes. Sauf qu'en fait, la base de la pyramide alimentaire, ça devrait être les protéines et les graisses, par nécessité. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les consommer en quantité industrielle, mais par nécessité, c'est ça dont on a besoin, de macronutrition, acides gras, protéines, et de micronutrition, avec certaines vitamines, certains minéraux, etc. Et là, moi, j'ai fait des recherches et je ne suis pas du tout encore suffisamment éduqué sur le sujet, mais il y a un truc qui m'interpelle. Tu expliques qu'en fait,
dans les végétaux, les céréales, etc., il y a ce qu'on appelle des antinutriments. Alors le principe d'un antinutriment, c'est qu'en fait, ça va venir se lier à une vitamine, un minéraux, etc., et ça va t'empêcher de l'absorber. Et l'idée, c'est que, du coup, nos apports recommandés en vitamines tiennent compte du fait qu'on consomme des céréales, qu'on consomme des végétaux, qu'on consomme dans notre vie moderne tous ces antinutriments. Et donc, une des choses qui ressort de la communauté carnivore, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait manger carnivore, s'il vous plaît, d'accord? On discute ici et on réfléchit. Une chose qui ressort de la animal-based diet et de la communauté carnivore, c'est qu'en fait, ces besoins sont largement surestimés parce qu'on considère qu'une bonne partie ne sont pas absorbés. Et sinon, ça voudrait dire comment est-ce que des gens qui mangent carnivore depuis 5 ans, 10 ans, ou les Inuits, ne sont pas morts du scorbut, quoi. Pourquoi est-ce qu'eux ne manquent pas de vitamines? C'est très interpellant quand même, tu vois. Faible lorsqu'on consomme une alimentation sans aucun antinutriment, donc quasiment sans végétaux, à part quelques fruits. Je suis tout à fait d'accord. Et je rebondis sur ce que tu as dit d'avant. C'est super intéressant cette histoire de fermentation des végétaux dans les estomacs des herbivores et de la manière dont c'est transformé en acide gras. Parce que ça voudrait dire que tous les animaux mammifères, quels qu'ils soient, sont en régime cétogène. Ah ben, moi c'est ce que j'ai trouvé. En tout cas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le contraire. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai cherché, hein. Et j'ai cherché parce que je me suis dit, mais attends, ils font comment pour être aussi grands, aussi costauds? Parce que, je veux dire, un taureau, c'est quand même vraiment impressionnant et ça mange de l'herbe, quoi. Ouais. Et tu te dis, ils font comment? Et en fait, c'est cette capacité à fermenter. Alors, c'est les recherches que j'ai faites. Et s'il y a des biologistes ou n'importe quoi qui nous écoutent et qui peut complémenter ce que je suis en train de dire, surtout faites-le. Je suis très intéressé et je lirai tous les commentaires avec grand plaisir. Ouais, c'est cette idée qu'ils en retirent un régime cétogène. Et donc, finalement, est-ce que ce régime cétogène pourrait aussi être le régime, ou en tout cas une partie du régime optimal pour les humains, avec le fait que si on suit les saisons en fonction des régions. Donc voilà, tu parlais du docteur Paul Saladino qui pour le moment vit au Costa Rica, il y a des fruits toute l'année. Là, je suis parti une semaine dans les Canaries, il y a des fruits toute l'année. En Belgique, il n'y a pas de fruits toute l'année. En Belgique, il y a 3 mois, 4 mois où il n'y a pas l'ombre d'un fruit à l'horizon, mais il n'y a pas de végétaux non plus. C'est-à-dire que tu vas manger 3 choux et un butternut si tu as de la chance. Et donc, ça va être très compliqué de te nourrir. Le seul moyen de t'en sortir, ça va être de manger des animaux. Ouais, ou de faire confiance à l'industrie. et c'est étonnant d'ailleurs, pour terminer sur les végétaux par rapport à ce que tu disais, c'est que Ouais. la plupart des légumes verts, lorsqu'on commence notre vie en tant qu'être humain, hein, je parle des enfants, et lorsqu'on l'a fini, ils ne nous attirent pas du tout. Ils sont même plutôt dégueulasses. Il y a les enfants, pour leur faire bouffer des légumes, c'est la croix et la bannière, et en général, les personnes âgées, pareil. Moi, mon grand-père, il a fini sa vie, il voulait que de la viande et des gâteaux. Mais les légumes, il ne voulait pas en entendre parler. Et c'est vrai que tu t'habitues, tu entraînes ton palais à accepter le végétal, voire même tu essaies de le sublimer par une cuisson, avec du beurre, avec du sel, etc. Mais à la base, c'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Tu croques dans une endive ou tu croques dans un chou de Bruxelles, c'est pas pareil que manger un petit morceau de saumon ou un brugnon en été, quoi. Non, c'est clair. Pour parler avec ça, est-ce que toi, tu as est-ce que là où tu vis, les saisons sont très marquées aussi ou pas? Oui. En Caroline du Sud, on a vraiment 4 saisons très marquées, avec un hiver assez court, hein, un hiver qui va de décembre à février, fin février. Mais mars, on est en t-shirt, des fois en février aussi. Mais on voit vraiment la différence entre printemps, été, automne, hiver. Ouais. Comparé à quand j'étais à Singapour, où c'était le même temps toute l'année, 12 mois sur 12, parce qu'on était en plein sur l'équateur. Ouais, plus tu te rapproches de l'équateur, plus clairement ou plus tu t'en éloignes aussi, où là c'est encore très particulier. Parce que tu vois, c'est un truc que j'étudie depuis 4 ans maintenant, c'est comment les saisons vont impacter notre santé, notre énergie, notre envie de faire du sport, mais aussi forcément du coup nos besoins en alimentation. Moi j'expliquais que je mangeais quand même plus de fruits en été et quand même plus de graisse en hiver, naturellement. Je veux dire, si j'écoute vraiment mon corps, tu vois. Alors, je peux me convaincre de l'inverse, hein, je peux me bourrer aux fruits et du coup, j'ai envie de moins de graisse. Mais je me rends compte que ce qui me correspond le mieux, en fait, c'est que plus il y a du soleil et plus on est à l'extérieur, plus j'ai envie de fruits, excuse-moi.
Et plus je suis à l'intérieur, plus il fait froid et plus il fait sombre, plus j'ai envie de graisse. Et c'est pas quelque chose que j'ai étudié a priori, ça. C'est quelque chose que j'ai observé justement exprès pour voir. Et là, je parle que de moi, hein. Soyons bien clairs, je ne parle que de moi. Maintenant, je fais mes recherches et je me dis, ok, les fruits, ils poussent quand? En Belgique, en France. Ils poussent en été, un peu au printemps, un petit peu en automne. Donc déjà, c'est cohérent. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on faisait avec les fruits? Ça, tu me dis si tu as eu les mêmes recherches, j'ai beaucoup recherché sur la question, mais il y a peut-être des trucs. Qu'est-ce qu'on faisait avec les fruits? En fait, en été, on mangeait beaucoup de fruits, du miel, puisque le miel, c'est pareil, en hiver, en Belgique, il n'y en a pas. Pour faire des réserves, on devenait en fait, contrairement à ce que l'industrie du fitness veut nous faire faire, on devenait plus gras en été qu'en hiver. En fait, on prenait du gras pendant l'été pour préparer l'hiver, exactement. Et l'hiver, des produits animaux. Et donc, je me dis finalement, quand on est vraiment à l'écoute de son corps, en tout cas moi, quand je suis vraiment à l'écoute de mon corps, je me rends compte que la seule raison pour laquelle j'ai envie de fruits pour le moment, c'est parce que je fais beaucoup de sport. Et quand je fais beaucoup de sport, je sens que ça me fait du bien de manger un peu de fruits et parfois un peu de miel. Mais en même temps, à une époque où il fait froid, etc., si on vivait vraiment dans la nature, en Belgique, en France, etc., on n'aurait pas envie de beaucoup sortir et d'aller beaucoup faire du sport, hein. Je pense qu'on serait beaucoup plus dans notre caverne autour du feu et à juste chasser quand il faut et à se contenter de manger notre gibier. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on serait un peu dans ce qu'on appelle l'hivernation, tu vois, qui n'est pas l'hibernation où on dort parce que c'est pas ce que l'humain fait, mais l'hivernation. Je trouve ça assez sympa comme concept. Où on baisse un peu notre niveau d'énergie, etc. Est-ce que tu as un ressenti pareil enfin, tu vois, comment tu te positionnes, comment tu ressens ce truc des saisons, toi? Et déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou pas forcément avec ta situation? Ah oui, complètement. Complètement. En été, j'ai envie de manger des fruits et en hiver, je mange plus gras. Ça, c'est évident. Bah, tu vois, d'un côté, ça m'a été dicté par mon corps puisque j'avais cette inflammation qui avait d'ailleurs augmenté cet été avec la consommation excessive de fruits. Et donc, du coup, là, cet hiver, je me mets en régime carnivore où je consomme que des graisses et des protéines. Mais au niveau chronobiologique, pour moi, ça a du sens, bien sûr. Ouais. Hmm. Comment est-ce que tu gères le jeûne maintenant après autant de temps? Est-ce que tu jeûnes encore? Est-ce que tu jeûnes quelques heures, quelques jours? Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, je suis en jeûne intermittent tous les jours. Donc, les jours où je m'entraîne, soit en muscu, soit en crossfit, en général, je termine mon entraînement, il est 1 heure de l'après-midi. Donc, je casse mon jeûne vers 2 heures quand je rentre et je remange le soir. Et les jours où j'ai une activité physique moindre, et principalement sans entraînement de résistance, et là, je vais manger qu'une fois dans la journée. Ensuite, au niveau Ok. du jeûne long, j'en fais quasiment plus que moi, j'appelle un jeûne long, c'est plus d'une semaine. Par contre, 24 heures, 36 heures, 48 heures, ouais, ça je fais régulièrement. J'essaie de faire au moins 24 heures une fois par semaine pour vraiment bien relancer l'autophagie toutes les semaines, mais c'est tout. Maintenant, C'est le quelque chose jeûne que je fais long, pas. Est-ce que j'aurais pas envie en ce moment. Surtout en hiver, t'as c'est plus encore besoin? plus dur en hiver évidemment. Ouais, mais tu ressens pas le besoin non plus donc. Mais tu vois, Fred, moi, c'est quelque Ah, chose que je. je ressens Ah, pas le besoin. vas-y, Disons que dis-moi. quand j'ai eu mes dernières crises d'inflammation, là, il y a plusieurs semaines, si, j'avais envie de jeûner, mais j'avais pas envie. Parce que j'avais froid, Ouais. parce que j'avais faim, donc c'était compliqué. Et c'est là où je me suis dit, Ouais, ouais. bon, écoute, je vais faire la chose la plus proche du jeûne que je connaisse et que j'ai fait quand j'étais malade, c'est la nourriture carnivore, je vais essayer. Et ça a été tout de suite mieux, mais en 2 jours. En 2 jours, j'ai vu la différence, quoi. Dingue. Fred, moi, je jeûne pas plus que 14-16 heures de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu me recommanderais? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que je devrais implémenter de manière régulière? Alors régulière, peut-être pas si tu n'en as pas besoin. Ça sert à rien de se faire du mal, hein, surtout quand on fait beaucoup de sport comme nous, il faut nourrir la machine. Mais 1 à 2 fois par an, ouais. Je ferai en prévention, vu ton histoire familiale, en prévention, je ferai 3 jours de jeûne, 2 fois par an, tu vois, à l'entrée de Deux l'hiver et à fois l'entrée par de an. l'été. C'est comme ça que je À l'approcherai. l'entrée de l'hiver et à l'entrée de l'été. Voilà, pour bien booster Deux fois, les trois défenses jours. immunitaires. Ok. Est-ce que j'ai le droit à du bouillon d'os ou vraiment que de l'eau? Écoute, si vraiment tu veux bénéficier au maximum de l'autophagie, c'est-à-dire de la destruction des cellules malsaines par les cellules saines, et de l'homéostasie, qui est le retour à l'équilibre et à la meilleure santé possible de ton corps, je ferai un jeûne, soit un jeûne sec, soit un jeûne à l'eau.
Maintenant, Ok. de se faire de temps en temps des petits jeûnes au bouillon d'os, c'est aussi excellent, très bon pour les intestins, mais ça a un but différent. Là, c'est vraiment nourrir le corps en profondeur avec le bouillon d'os, lui apporter tout le, tout le collagène dont il a besoin pour reconstruire et nourrir ses intestins, sans avoir aucune source de toxines ou de calories excessives, etc. Donc c'est un semi-jeûne, on va dire, mais qui est là pour nourrir. Alors que le jeûne est là tout au contraire pour affamer le corps et le forcer par la loi d'Hormèse à manifester son potentiel de régénération. Donc deux buts presque opposés. Ok, donc ça veut dire que pour typiquement juste soulager le système digestif, un jeûne au bouillon d'os serait très bien. Ouais. Mais pour l'autophagie à proprement parler, un jeûne sec ou un jeûne à l'eau. Alors moi, comme j'en ai jamais fait, je ne vais pas commencer avec un jeûne sec, ça me semble beaucoup trop dur. Ben, alors c'est que moi, hein. J'ai juste peur en fait, je te le dis. Hein. Je vais commencer avec un jeûne à l'eau et je vais le faire du coup. Pas maintenant, mais tu me proposes à l'entrée de l'été, donc peut-être au printemps, quand il fait un peu meilleur. Est-ce que c'est pas un peu plus facile quand même? Ah oui, oui, c'est sûr qu'en hiver, c'est plus dur, hein. C'est clair. C'est pour ça, fin d'automne, fin de printemps, ça va. Et puis bon, 3 jours, si tu tiens que 2 jours, tu tiens que 2 jours. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas une compétition. Il faut vraiment prendre ça comme un acte presque régénératif, tu vois, presque médicinal. Et, et voilà, il faut pas se casser la tête. Quand il n'y a pas une urgence, comme dans un cancer ou dans un diabète ou des choses comme ça, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas que le jeûne devienne une torture. Par Non, non, contre, non, pour je te suis d'accord. rassurer sur le jeûne sec, euh, en général, on dit que le jeûne sec est 3 fois plus puissant, donc 3 fois plus rapide que le jeûne à l'eau. Donc si tu n'as pas du tout envie de faire 3 jeûnes de jour à l'eau, tu fais 24 heures de jeûne sec et tu as exactement les mêmes résultats au niveau de l'autophagie et de l'homéostasie et du Ah oui, nettoyage. 24 heures de jeûne sec, ça peut le faire. Ouais. Alors ce qu'il faut Donc savoir je aussi, mange à c'est 20. que... Ouais, vas-y. Non, vas-y, termine ta question. Donc je mange à 20 heures, je m'arrête de manger à 20 heures, je remange à 20 heures le lendemain? Ou est-ce que tu C'est penses qu'il ça. vaut mieux faire les 36 heures et attendre? Ah oui, ok. Ouais, Ok. 24 heures à sec, ça remplace 3 jours à l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps ne fonctionne pas sans eau. Donc, pas de panique, le corps a de l'eau. Nos cellules sont gorgées d'eau, nos cellules graisseuses, principalement, sont gorgées d'eau. Hein, d'ailleurs, quand on voit les chameaux et les dromadaires, dans leur bosse, les gens croient qu'il y a de l'eau, mais pas du tout, il y a de la graisse. Et ils oxydent cette graisse pour la transformer en eau métabolique. Et nous, c'est pareil. Donc, les gens qui ont plus de poids à perdre, ce qui n'est pas notre cas, un jeûne sec, c'est génial parce que tu tapes tout de suite dans les réserves de graisse. Le seul moyen, quand tu jeûnes à sec pour le corps de s'hydrater, c'est de brûler de la graisse. C'est le seul moyen. Sinon, tu crèves, tu meurs. Attends, Donc, les gens tu qui ont viens, tu beaucoup viens de de gras à m'en- perdre, c'est très intéressant pour eux de faire un petit jeûne à sec. Et évidemment, on ne peut pas les faire trop longtemps hein, parce qu'après, ça devient dangereux. Mais pour les gens qui sont plus secs comme nous, si tu vois tes abdos, par exemple, bon, le jeûne à sec, il faut éviter parce que ton corps va avoir du mal à trouver de l'eau. Par contre, si tu as des petites bouées et des petites poignées d'amour, le jeûne à sec va pulvériser ça en quelques jours. Et tu viens de nous apprendre une technique de ouf. J'étais pas du tout au courant de ça, de cette puissance sur l'oxydation Ah ouais? des Ah ouais, graisses ouais. là, du jeûne à sec. Ah non, non, je connaissais pas du tout, tu vois. Pourtant, je suis quand même un peu éduqué. Waouh, excellent. Ah ben ça, Ah ouais, je note et je vais. le jeûne sec ne dure pas longtemps et il désintègre les graisses corporelles. Mais littéralement, quoi. Moi, je sais qu'il y a quelques fois, parce que j'ai pas envie de faire un jeûne trop long, je fais 2-3 jours de jeûne à sec, mais c'est plus un six-pack que j'ai, c'est un 12-pack. Je vois les veines de partout, la graisse est explosée par le jeûne à sec. Alors, Waouh. il faut faire Ok. attention, hein. Le jeûne reste un outil peut-être pas médical, mais médicinal. Et il ne faut pas se dire, ah bah j'ai envie de maigrir, je vais faire une semaine de jeûne à sec. Le but, c'est pas de perdre du poids. C'est médicinal et c'est un traumatisme pour le corps, le jeûne, hein, et le jeûne à sec encore plus. Donc il faut le faire pour des raisons de santé, des raisons de régénération, tout en sachant que la graisse va être pulvérisée par le jeûne à sec. Mais il ne faut pas se lancer dans ah, j'ai 50 kilos à perdre, je suis limite obèse ou obèse, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire pendant 2 semaines. Non, non, faut pas faire n'importe quoi, hein. C'est un outil à utiliser avec parcimonie. Du coup, enfin, je réfléchis, je parle de moi parce que j'en profite pour me faire un coaching personnalisé par Fred Evra. J'ai ma saison de basket, tu vois, elle va finir aux alentours du 15 mai. Et en fait, je me suis dit que c'est le moment parfait, en fait, tu vois, un petit peu avant l'été. Hop, je pars pour 3 jours de jeûne à l'eau la première fois. Et puis, j'intègre du jeûne à sec. Parce que c'est très bizarre, mais 24 heures à sec, ça me semble plus abordable. C'est étonnant, hein, dans ma Ouais. tête. Hein. Et tu Après, sais je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas. ce que je fais des fois, c'est que, admettons que mon dernier repas finisse à 20 heures.
il faut de l'eau pour digérer. Donc, je continue à boire jusqu'à 21 heures et à bien m'hydrater. 21 heures, je bois plus jusqu'à 21 heures le lendemain. Et à 21 heures le lendemain, je me réhydrate et je continue sur un jour ou deux de jeûne à l'eau. Ah oui. Comme Et ça, c'est ça moins booste à violent. mort. Mais tu as les bénéfices. Alors là, au niveau perte de graisse et autophagie et santé, tu as des bénéfices de malade. Donc ça aussi, c'est très intéressant et tu peux concilier les deux sans aucun problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jeûne à sec, c'est pas une torture moyenâgeuse. C'est-à-dire que si tu as les lèvres qui commencent à craqueler, que tu meurs de soif, que tu tournes de l'œil, tu bois une petite gorgée. Le but, c'est de forcer le corps à aller chercher la plupart de son eau dans tes réserves graisseuses. Mais ça ne veut pas dire ne pas boire du tout, quoi qu'il en coûte. Tu vois, si tu sens que tu as besoin, tu prends une petite gorgée d'eau pour humecter tes lèvres et tout de suite, ça va mieux. Hein, il ne faut pas tomber encore une fois dans la religiosité de la diététique. J'avais entendu parler du fait d'ajouter un petit peu de sel entier dans l'eau pour avoir un petit peu de minéraux, que ça pouvait aider contre les vertiges et ce genre de choses, les maux de tête, etc. C'est quelque chose que tu fais ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Je mets dans mes jeûnes à l'eau, le premier verre d'eau que je bois, alors soit le matin, soit le midi, je rajoute une pincée de sel de l'Himalaya, par exemple. Et ouais, ça amène des électrolytes, c'est très bien. Ok, c'est cool parce que tu m'as donné un super challenge et en plus tu m'as convaincu alors que ça fait des années que je me dis non, pas de jeûne, ça me fait flipper. Ah, C'est un truc de fou, tu vois. Non, je te jure, parce que en fait ce qui est fou c'est que ça me fait pas flipper en termes de santé. Moi je suis convaincu que mon corps va gérer. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est ma dépendance à la nourriture. C'est que depuis que je suis enfant, je mange 4, 5, 6 fois par jour et moi je sens que je suis dépendant à la nourriture. Et donc ce qui me fait peur, c'est de jeûner et de me dire, je vais devoir, comme l'écrit Guy dans son livre, je vais devoir me retrouver face à moi-même sans la nourriture, tu vois. hmm. Et je le Mais fais ça passe déjà quand d'une tu es certaine occupé. manière. Toi, tu es quelqu'un Ouais. qui est très actif. Regarde là, il est quelle heure? Chez moi, il est 11h30. Ça fait plusieurs heures Hmm. qu'on discute. Et moi, je suis toujours en jeûne intermittent. Je suppose que toi aussi. On sent rien. Si on discutait encore 2, 3 heures, on verrait pas le temps passer. Il serait 3 heures de l'après-midi pour moi. Après 3 heures de l'après-midi, moi, je suis un couche-tôt. Donc, ça irait tout seul. J'irai donner mon cours de quali. J'irai faire une séance de muscu. Et voilà, c'est l'heure d'aller se coucher. Je lis un bouquin, je regarde un film, je joue avec mon chien, je vais me coucher. Et voilà, je casse mon jeûne le lendemain. C'est pas toi, c'est pas la mort. Si tu n'as rien à faire et que tu restes Ouais. chez toi à te tourner les pouces, c'est plus dur. Si tu es occupé, 24 heures de jeûne, franchement, en sachant que la moitié de ça, tu vas pioncer, Ouais. c'est pas difficile. Ouais, j'avoue que l'idée de pouvoir se dire je mange le soir et je remange déjà le lendemain soir, dans un premier temps, c'est quand même pas mal, tu vois. Du coup, à sec, et cette idée aussi, comme tu dis, c'est pas une torture, quoi. Si à un moment donné je sens que je tourne de l'œil ou quoi, c'est bon, je prends un coup d'eau, tout va bien, quoi. Bien sûr, tout à C'est fait. vraiment, euh, Tout à fait. c'est vraiment intéressant. Cool, Ouais, on cool, n'est pas cool. là pour se faire du Fred, mal avec le jeûne, on est là pour se faire du ouais. bien. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais, et comme avec l'alimentation, tu vois, tout dépend aussi de ton degré d'urgence, quoi. Je veux dire, si tu as, comme tu dis, un métabolisme où tout va bien, ben, améliore ton alimentation petit à petit. Si tu es en crise aiguë, ben, il est peut-être temps de passer très rapidement à quelque chose qui va mieux aller, comme le jeûne et ou l'alimentation carnivore, en fonction des cas. Et ça, je pense que c'est aussi très important, parce que quand les gens m'entendent parler, je parle de la low fiber diet, je parle du carnivore, je parle d'arrêter totalement les céréales et les produits laitiers. Il y a des gens, ils toupient. Ils disent, oh, mais attends, pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? C'est beaucoup trop radical, tu vois? Et ça part complètement. Je dis, attends. Je dis, je t'explique, moi j'ai fait ça parce qu'à un moment donné, ma vie était devenue pourrie à cause de mes problèmes de ventre. Et donc, j'ai choisi de me soigner. Fred, il a fait ça parce que, comme tu l'as dit très bien, c'était une question de vie ou de mort. Point. Ce qui n'était pas mon cas, hein, attention. Mais l'idée, c'est que peut-être que toi, tu peux juste commencer par te demander si, est-ce qu'avec un peu moins de céréales, j'ai un peu plus d'énergie? Est-ce que mon ventre va un peu mieux? Est-ce que, tu vois, on peut aussi y aller comme ça, step by step. Et de ce que tu me dis avec le jeûne, c'est pareil. Moi, j'ai pas besoin de faire un jeûne de 21 jours. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais ce que tu me recommandes, qui est de faire un jeûne préventif 2 fois par an, ben ça, je me dis, ok, ça a du sens. Particulièrement, comme tu le dis, avec mon historique familial et mes problèmes d'intestin, je me dis, bah oui, ça a du sens. Donc il faut que je le teste absolument. Donc merci Fred de m'avoir convaincu parce que je vais le faire. Avec grand plaisir. Alors, dernier petit conseil, si tu as envie, c'est que je serai toi, je marquerai directement dans mon calendrier la date où je vais jeûner. Comme ça, il n'y a pas d'échappatoire. Ok, Voilà, genre, ok. je dis n'importe quoi, le 28, 29, 30 mai, boum, je jeûne. J'ai pas mis de date, mais j'ai mis mai 2023.
Ok, je vais mettre une date. Il faut que je regarde juste avec ma saison de basket, mais ok, ok. Tu sais, je crois que c'est Tony Robbins qui dit que un but sans date, ça n'est qu'un rêve. Ou un objectif sans date, ça n'est Ouais. qu'un rêve. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut se dire c'est à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est là. C'est Ok. noté et tu le sais. Tu te Nice. mets une alarme un jour avant, comme ça la veille, tu sais que voilà, je rentre dans mon jeûne. Et surtout pour les gens qui nous écoutent, je sais que pour toi ce ne sera pas un souci. Au moins une semaine avant le jeûne, être en régime cétogène, être en cétose. Sinon, ça va être la misère. Parce que Ouais. si tu te nourris de Donc ça veut sucre dire. et que tu essaies de passer en cétose de jeûne, hein, et la cétose de jeûne est légèrement différente de la cétose alimentaire, euh, tu vas avoir mal à la tête, tu vas être fatigué, ça va être la misère. Par contre, si tu es en régime cétogène euh, environ une semaine avant, voire plus si c'est possible, le jeûne, tu ne le sentiras pas. Tu n'auras pas de fatigue, tu n'auras pas de malaise, parce que ton corps est déjà adapté à se nourrir de graisse, de la graisse alimentaire, et au moment où tu arrêtes de lui apporter de la graisse alimentaire, il se nourrit de la graisse corporelle. Pour lui, il n'y a aucune différence et il va passer du coq à l'âne sans aucun problème. Ok. C'est vraiment intéressant ça. Donc ça veut dire que voilà, si vous avez l'habitude de manger beaucoup de céréales, beaucoup de fruits, etc., faites attention, essayez de les limiter au maximum, voir si vous le pouvez, les supprimer pendant une semaine et vraiment vous contenter d'un apport finalement viande, poisson, les œufs, les organes, comme on disait, du beurre, de l'huile d'olive. Voilà, trouvez ce qui vous convient. Si vous mangez encore un petit peu d'oléagineux, peut-être ça peut aider aussi à garder ce côté aussi un petit peu plaisir alimentaire, hein, parce que quand même, ça peut aussi aider si vous êtes dans la transition. Et du coup, à partir de là, alors essayer le jeûne. Tu vois, je l'ai noté parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais oui, je passerai en cétose alors pour une semaine avant. C'est intéressant ça, tu vois, parce que comme je l'ai déjà fait, c'est beaucoup plus facile maintenant que la première fois Mm. de repasser en cétose. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est ouais, vraiment le corps intéressant. Je tu sens réveilles des vraiment mémoires que ancestrales, hein. c'est C'est impressionnant. inscrit dans notre code génétique, hein, les corps cétoniques en tant que carburant, c'est complètement inscrit dans notre code génétique. Et comme tu l'as La dit, hein, première fois, c'est notre ancêtre était probablement métaboliquement très, très souple, parce qu'il pouvait se nourrir quasiment exclusivement de sucre en été et repasser sur du cétogène tout le reste de l'année. Donc trois quarts du temps en cétogène, un quart du temps en carb burning, et aucun problème, quoi. Passer de l'un à l'autre, le foie s'adapte et le corps dans son ensemble, l'organisme s'adapte sans aucun souci. ouais, ouais, la première fois que je suis passé en cétogène, j'ai quand même senti qu'il m'a fallu. Voilà, j'ai un peu. Et là, je l'ai refait récemment et franchement, en 24 heures, c'était plié quoi. Les premières 24 Mm. heures, c'était un peu dur, tu sais, les fruits, machin, quand même, j'ai envie d'une pomme quoi. Ouais, Et ouais, puis ouais. après 24 heures, merci, au revoir, c'est bon. Mais alors, par contre, là, l'envie de graisse, elle arrive, mais comme il faut, hein. Mais Ah vraiment, ouais, c'était ouais. impressionnant. Ah ouais, vraiment l'envie de manger de la graisse quoi. C'est très Ouais, tu parlais particulier. tout à Mais l'heure en de même temps, mettre des grosses noisettes de beurre sur ta viande. Alors moi, je fais la même chose, hein. Je mets une noisette de beurre, un jaune d'œuf. Et ce qui est surprenant, c'est lorsque je mange du fromage, je t'avais expliqué, hein, j'essaie que ce soit bio, de lait cru, à base de lait cru, et de préférence chèvre et brebis, mais des fois je mange aussi de la vache. Donc je prends mon morceau de fromage, admettons que je coupe un morceau de comté, tu vois, de cette épaisseur, je vais couper un morceau de beurre de la même épaisseur, et le beurre va me servir, le beurre froid, va me servir de tartine. Et je mange comme ça, je croque, comme si c'était du pain, sauf que c'est du beurre. Et là, c'est du bonheur. Un morceau de comté avec un gros morceau de beurre. Oh là 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 là. et là, tu as le nutritionniste qui prône l'alimentation avec des graisses saturées réduites qui est en train de saigner comme ça de partout, des yeux, des oreilles. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Je peux plus les entendre. Oh punaise, Ils vont du mourir d'une beurre crise sur du cardiaque. fromage. Oui, mais c'est ça, ils vont mourir, c'est pas possible. Ah là là, bon bah merci Fred. Non seulement c'était très intéressant, mais en plus j'ai passé un très bon moment, donc je vais te remercier. Et j'espère vraiment qu'on pourra discuter avec Charles parce que tout l'aspect psychologique de ta guérison m'intéresse énormément. Ouais, et puis c'était super important pour moi d'avoir mon médecin, celui qui m'a suivi quand j'étais malade. Un, qui témoigne de tout ce dont on a discuté dans la dernière vidéo, et deux, qui explique un petit peu sa philosophie, sa manière de penser, et à quel point moi ça m'a aidé. Donc voilà, on a eu des petits problèmes de connexion, il habite dans la montagne, mais c'est partie remise. Ça marche. Merci Fred, prends soin de toi et du coup comme tu le dis, à bientôt, ce n'est que partie Ouais, remise. ça roule. Salut Jack, et Ciao. merci de m'avoir invité.